Pour comprendre comment le rayon laser circulaire peut tordre l'espace-temps, faisons une comparaison grâce à cette tasse de café. Le café qui est dans cette tasse est comme un espace vide, et cette cuillère sera le laser circulaire. Que se passe-t-il quand la cuillère tourne le café? Il se met à tourner. C'est ce que fait le rayon laser avec l'espace vide, et nous pouvons en voir l'effet. Plus nous tournons vite, plus le café est projeté vers les bords. Dans le cas du laser, dont le rayon est circulaire, nous plaçons une particule, un neutron, à l'intérieur. Et on voit comment, dans cet espace, le neutron est projeté vers l'extérieur comme l'était le café précédemment. Maintenant, souvenez-vous que l'espace et le temps sont liés. Donc cet espace déformé va provoquer une déformation du temps qui ira jusqu'à créer une boucle. Et grâce à cette boucle de temps, nous pourrons aller dans le passé, dans le futur et revenir dans le passé. La science-fiction a décrit des machines à explorer le temps qui permettent de voyager librement dans le futur et dans le passé. Mais selon Mallett, on ne pourrait remonter que jusqu'au moment où la machine a été mise en marche pour la première fois. Si je mets l'appareil en marche aujourd'hui et que je le laisse allumer pour des siècles, quelqu'un pourra, dans 100 ans, voyager 75 ans en arrière, ou 50 ou 25. Il pourra remonter jusqu'au moment où j'ai fait démarrer l'appareil, mais pas avant, puisqu'avant, il n'y avait pas d'appareil, et que c'est lui qui crée ce passage. Autrement, le voyageur n'aurait pas la possibilité de se matérialiser à l'intérieur. Cette restriction signifie que la machine à explorer le temps de Ronald Mallett ne lui permettrait pas de remonter jusqu'en 1955 pour sauver son père. Pour y arriver, il faudrait disposer d'une technologie venue d'un autre monde. Pourquoi une civilisation extraterrestre avancée n'aurait-elle pas mis en marche il y a des milliers d'années une machine à explorer le temps ? Nous pourrions alors utiliser leur technique pour retourner visiter notre passé le plus ancien. Même si nous avions su voyager dans le temps il y a plusieurs siècles, nous serions toujours face à la même limite. Mais si nous rencontrons d'autres civilisations avancées, nous pourrons peut-être aller visiter l'Égypte ancienne et la Rome antique. Pour l'instant, Ronald Mallett se consacre à la construction de sa machine à explorer le temps. Ce projet exige de rassembler 250 000 $ simplement pour démarrer. Mais l'argent n'est qu'un des obstacles que rencontre tout physicien qui ose s'attaquer au problème du voyage dans le temps. Beaucoup pensent que ce projet est impossible et invoquent par exemple ce qu'on appelle le paradoxe du grand-père. Imaginez, vous remontez dans le passé et vous tuez votre grand-père avant qu'il ne rencontre votre grand-mère. Dans ce cas, vous n'auriez jamais pu naître. Donc il ne vous serait plus possible de revenir dans le présent. Une boucle est créée de ce qui est possible et impossible, et de ce qui s'est passé et de ce qui ne peut plus se passer. Mais selon Ronald Mallett, les progrès récents de la physique permettent de penser que ce paradoxe ne constitue pas vraiment un problème. De nombreux physiciens à l'heure actuelle sont convaincus que notre univers n'est qu'un des nombreux univers parallèles existants. Donc en retournant dans le passé, nous pourrions entrer dans un univers parallèle ou changer certains événements anciens sans affecter l'univers présent. Nous pensons que le fleuve du temps peut connaître des tourbillons. Grâce à eux, vous pourriez remonter dans le passé et rencontrer vos parents avant même votre naissance. Ou vous partagez entre deux courants et changer le passé pour créer un univers alternatif. Aujourd'hui, ces théories sont à la pointe de la physique moderne. Ronald Mallett pense que dans quelques siècles, nous pourrons sans doute voyager dans le temps. Mais il sera trop tard pour qu'il puisse retourner sauver son père. Rappelez-vous que cet espace est présent tout autour de nous. Malgré tout, il a peut-être ouvert aux générations futures une porte vers un nouveau monde.
Cela m'a permis de partager quelque chose avec les autres, ce que je n'avais jamais pu faire avant. Mon travail est comme un monument que j'élève à mon père et qui lui correspond bien. J'ai été capable d'accomplir cela et cette idée me console. À la naissance de l'univers, les spécialistes pensent qu'il n'était pas uniquement composé de la matière qui aujourd'hui constitue tout ce qui nous entoure. Selon eux, il existait une quantité presque équivalente d'antimatière, une jumelle de la matière, maléfique et insaisissable. Si on remonte au tout début de l'univers, il s'avère qu'il était fait de matière et d'antimatière. À chaque particule correspondait une antiparticule. Cela semble un peu fou et pourtant c'est la réalité. L'antimatière n'est pas de la science-fiction. Mais qu'est donc cette mystérieuse antimatière et où est-elle passée? L'antimatière est exactement comme la matière. Simplement, elle possède une charge complètement différente. La matière est composée d'atomes, faits de particules subatomiques, comme les électrons chargés négativement et les protons chargés positivement. L'antimatière représente exactement le contraire. Ces deux éléments ont la même masse, mais des charges électriques opposées. Le proton est une particule chargée positivement, c'est le noyau de l'atome. L'antiproton serait donc un proton chargé négativement qui aurait la même masse que le proton. Dans l'univers, les particules et les antiparticules sont poussées les unes vers les autres. On pourrait croire qu'elles sont dans une relation vouée à l'éternité. Mais à chaque fois que la matière entre en contact avec l'antimatière, la réaction est la même. Elles s'anéantissent l'une l'autre. Imaginez deux vaisseaux spatiaux lancés à toute allure à travers l'espace vers une collision inévitable. L'un est fait de matière régulière. L'autre est un vaisseau d'antimatière construit par une ancienne civilisation extraterrestre. Le choc serait spectaculaire et les enquêteurs envoyés sur ce crash cosmique n'auraient aucun débris à examiner. La matière et l'antimatière disparaissent, il n'y a plus rien. Mais l'énergie, elle, ne disparaît pas. Elle émerge à nouveau sous forme de deux rayons gamma pleins d'énergie, les photons. La quantité d'énergie renfermée dans une si petite masse est assez stupéfiante. Si vous prenez de la matière et de l'antimatière et que vous les combinez, le résultat est explosif. L'une des plus grandes sources d'énergie de l'univers est la collision de matière et d'antimatière. Ne mettez jamais d'antimatière dans votre poche si vous êtes conscient de ce qui est bon pour vous. L'antimatière est très volatile, et dans sa rencontre avec la matière, elle pourrait être une source phénoménale d'énergie si nous savions comment l'exploiter. Pour avoir une idée de la quantité d'énergie emmagasinée dans la matière, imaginez un instant que ces deux poignées de sable soient l'une de la matière et l'autre de l'antimatière, et que vous les mettiez ensemble. Elles s'anéantiraient en produisant de l'énergie. En quelle quantité? Assez pour fournir de l'électricité à toute la Californie pendant une semaine. La plus grande énigme qui entoure l'antimatière est la suivante. S'il y avait des quantités à peu près égales de matière et d'antimatière au début de l'univers, où est passée aujourd'hui l'antimatière? Une des plus grandes énigmes de l'univers concerne notre jumelle maléfique, l'antimatière. Que lui est-il arrivé? Où que nous regardions dans les cieux, nous voyons de la matière, mais pas d'antimatière. Il y en a juste une petite quantité qui sort du centre de la Voie lactée.
Pourquoi l'univers semble-t-il être fait entièrement de matière et pourquoi n'y voit-on guère d'antimatière? C'est un mystère. Je ne pense pas que l'on puisse jamais l'élucider. Et pourtant, notre esprit a besoin d'explications. Peut-être y avait-il un peu plus de matière que d'antimatière lorsque l'univers est né. Quand les particules et les antiparticules sont entrées en collision, elles se sont livrées un combat sans merci, et seul un petit pourcentage de matière a survécu. Ces particules représentent les vétérans de notre plus vieux champ de bataille. Pour 1 milliard d'antiprotons, nous avons besoin d'1 milliard et 1 proton. Le milliard d'antiprotons détruit le milliard de protons. Et il nous reste 1 proton. Et ce reliquat, c'est nous. Nous sommes les vestiges de cette gigantesque explosion d'énergie provoquée par la collision entre la matière et l'antimatière à cet instant donné. Les théories les plus avancées ne peuvent expliquer pourquoi il y avait au départ ce déséquilibre entre la matière et l'antimatière. Mais si cela n'avait pas été le cas, nous ne serions pas ici. La matière l'a emporté et a fabriqué tout ce que nous voyons autour de nous. Mais pourrait-il exister des galaxies lointaines ou des régions de l'espace où l'antimatière serait prépondérante ? Il se peut que des galaxies soient composées à 99% d'antimatière, de même que la nôtre n'est que matière. Et si une galaxie d'antimatière fonçait sur une galaxie de matière, il y aurait une explosion où elles seraient toutes les deux réduites à néant dans un éclair éblouissant de lumière et d'énergie. Aussi étrange que cela paraisse, les spécialistes ont appris à créer de l'antimatière en laboratoire, dans des accélérateurs à usage médical. Des particules d'antimatière issues de matériaux radioactifs sont injectées dans le corps pour effectuer une tomographie du cerveau. C'est ce qu'on appelle un PET scan. Beaucoup de gens ne réalisent pas que quand ils vont à l'hôpital pour un PET scan, on leur injecte une source d'antimatière. Le P de PET correspond à positrons. Or, les positrons sont des anti-électrons. On les injecte dans une partie du corps et on essaie de comprendre ce qui s'y passe. Quand un positron trouve un électron, très vite, ils s'annihilent entre eux. Les rayons gamma quittent le corps et sont alors détectés. Ils se concentrent dans une partie du cerveau où il y a une activité mentale. Ensuite, nous pouvons détecter l'émission de radiation de positrons. Cela permet aux tomographies du cerveau de nous présenter des photos magnifiques du cerveau en train de penser. Et c'est l'antimatière qui permet cela. L'antimatière a permis de percer les secrets du cerveau humain qui doit à son tour comprendre l'énigme de l'antimatière. Nous ne savons pas pourquoi l'univers est fait de matière et d'antimatière. Mais rien qu'en posant la question, nous avançons déjà. Chaque chose en son temps. Comme beaucoup d'énigmes dans cet univers en évolution permanente, l'antimatière continue pour l'instant à appartenir au royaume de l'inexpliqué. Mars a toujours eu partie liée avec le mystère. Mais l'énigme la plus intrigante de la planète rouge n'a rien à voir avec des envahisseurs extraterrestres.